À force d'essayer d'atteindre l'excellence, les sportifs de haut niveau développent des compétences comportementales ultra pointues. Et si nous pouvions utiliser toutes ces compétences, ces méthodes, ces rituels, ces bonnes pratiques dans notre vie professionnelle pour mieux performer en entreprise? Je suis David Fass, le fondateur de Maggie, l'entreprise qui transforme les sportifs de haut niveau en consultants sur les soft skills et plus globalement sur les enjeux humains pour les aider à financer leur carrière. Et dans ce podcast, je vous propose de découvrir nos championnes et nos champions et leurs expertises pour découvrir en quoi ils peuvent vous aider à mieux atteindre vos objectifs pro et même personnels. Du coup, bonjour Marion. Hello David. Ravi d'échanger un peu ensemble pour faire découvrir qui t'es aux auditeurs. Donc tu t'appelles Marion et t'es championne d'escalade de glace. Et pour commencer, j'aimerais te demander un petit peu de nous expliquer rapidement ce qu'est le sport avant qu'on parle un petit peu de toi et comment t'es arrivé dans ce sport, etc. C'est quoi l'escalade de glace du coup? Alors, il faut imaginer de l'escalade avec des piolets et des crampons. Et en fait, c'est comme de l'escalade standard qu'on peut voir, de l'escalade de difficulté qui est au jeu d'ailleurs cet été. Et en fait, on va juste avoir des piolets dans les mains, des crampons aux pieds et on alterne des parties sur glace et des parties sur prise. Et l'objectif, c'est d'aller le plus haut possible dans un temps imparti. Ok, donc une compétition, ça se passe comment? Enfin, t'as combien de personnes qui participent et après, c'est quoi exactement la compétition? T'as peut-être plusieurs catégories d'ailleurs, je sais pas. Ouais. Alors, il y a juste catégorie senior, donc hommes et femmes. Ok. Et ensuite, on a sur une compétition, c'est souvent sur 2 jours, des phases de qualification, 2 demi-finales, puis les 8 derniers en phase finale. Ok. Et à chaque fois, c'est une voie différente. Ok. Et donc, à chaque fois, on a un nouveau parcours. On a 6 minutes à peu près pour l'observer et puis visualiser. Et puis derrière, grimper chacun notre tour sans se voir respectivement. Ok. Et on est à peu près sur le circuit international. Il doit y avoir une centaine d'hommes et 70-80 femmes. Ok. Et tu as eu l'idée du nombre de pratiquants de ce sport au niveau mondial? Je ne saurais pas te dire comme ça. Surtout que la fédération, c'est aussi la fédération de tous les sports, tous les refuges en montagne, etc. Okay. Donc c'est très large, et ouais. ce sera pas ciblé. Ok, très bien. Toi, t'es 3e mondial Oui. d'escalade de glace. Au-delà de ça, c'est quand tu te présentes un petit peu, c'est quoi ton palmarès dans ce sport? Ça fait combien de temps que tu fais de l'escalade de glace, toi? Alors moi, ça fait déjà 20 ans que je grimpe tout court. Okay. Donc depuis que j'ai 8 ans, donc ça fait un moment. J'ai fait 10-15 ans de compétition d'escalade, à toucher un peu à toutes les disciplines de l'escalade. J'aimais bien justement toutes les formes de verticalité. Puis bascule en escalade sur glace. Ça fait 7 ans que je suis en équipe de France. Et je dois avoir fait un peu plus d'une dizaine de podiums internationaux. Ok. Merci pour cette introduction. Comment t'es tombé là-dedans? Du coup, toi, donc, tu nous dis depuis 8 ans, donc à peu près à 8 ans, tu as fait de l'escalade. Tu as fait d'autres sports avant. Comment t'es arrivé vers l'escalade? C'est quoi un peu ton histoire par rapport à ça? Eh bien, ce qui est assez marrant, c'est que alors j'en ai pas le souvenir parce que j'avais 8 ans et je me souviens pas forcément, mais en fait, j'ai tanné mes parents de ce qu'ils me racontent pour faire de l'escalade. Je voulais faire de l'escalade, je voulais grimper. Et au bout d'1 an, ils ont fini par trouver un club où m'inscrire. Donc j'étais même plus jeune parce que j'ai commencé à 8 ans. Et depuis, toute ma famille s'y est mise. Okay. Après, c'est toi qui as commencé et les autres, donc tu n'étais pas dans une famille, tu n'avais pas un environnement escalade autour de toi, quoi. Non, okay. du tout. Mais j'avais probablement cette envie de grimper et du coup, je devais déjà être un peu passionnée intérieurement sans forcément en être consciente. Et après, j'ai touché quand même à des sports de montagne. J'ai fait du ski, j'ai fait c'est pas sport de montagne, mais de la danse. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu une sorte de déclic où tu t'es dit, OK, là, je suis dans le haut niveau, ou en tout cas, sans forcément te dire que tu allais pouvoir vivre de ce sport, tu t'es dit, OK, là, maintenant, mon objectif, j'ai un objectif maintenant qui est d'être, j'imagine, numéro 1 mondial. Et du coup, j'articule ma vie et je fais en sorte, tout ce que je fais s'articule autour de cet objectif de perf. À quel moment, toi, tu as eu ces réflexions-là? Je ne sais pas si c'était progressif ou si un jour, tu as eu un déclic. Je suis pas sûre d'avoir vraiment eu un déclic à un moment. C'était plutôt progressif. Petit à petit, chaque année, tu as envie d'un peu plus, tu as envie de t'améliorer, d'être
d'être plus performant. Et en fait, je pense que ça m'animait tellement. J'ai eu peut-être un déclic à un moment d'une mauvaise expérience d'un séjour à l'hôpital que j'ai eu en Corée pendant une Coupe du Monde, où je me suis dit, oula, mon corps m'arrête. Et du coup, là, j'ai pris conscience de pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais du haut niveau, qu'est-ce que je vais chercher là-dedans, et vraiment d'arriver à savoir qu'est-ce qu'il y avait au plus profond de moi qui faisait que j'avais cette démarche de haut niveau qui est quand même exigeante au quotidien, surtout dans des sports effectivement de niche où mes objectifs c'était au départ de ne pas sortir en négatif d'une saison. Ensuite, évoluant année après année, c'était de faire en sorte que ma pratique elle soit indépendante financièrement. Voilà, là moi j'en suis encore à ce stade-là. Et c'est génial parce que du coup, c'est aussi une approche très complète j'ai l'impression de gérer aussi une petite entreprise en parallèle de mon métier, en fait. Ouais, complètement. Mais tous les sportifs de haut niveau, en dehors des sports où il y a un gros modèle économique et du coup, il y a beaucoup d'argent, tous les sportifs de haut niveau, sinon, sont des mini-entrepreneurs. Hein. Pour moi, il n'y a pas photo, quoi, parce que tu dois trouver ton modèle économique, tu dois faire du marketing de ta personne, etc. Donc, c'est complètement ça, quoi. Puis même gérer les déplacements en compétition, gérer les stages, les logements. Très opérationnel aussi. Ouais. Complètement. Ouais, complètement. T'as une équipe autour de toi que tu as créée, c'est plutôt l'équipe de France et toi tu es intégré là-dedans, ou toi tu as créé une cellule de performance avec de la prépa mentale, etc. autour de toi? Oui, j'ai créé une cellule de performance autour de moi. Je la construis encore chaque année, j'essaye de renforcer un petit staff autour. J'ai notamment une préparatrice mentale avec qui je fais vraiment un très 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 gros travail qui est presque central aujourd'hui pour le coup. Après, il y a tout un aspect santé aussi parce que je reviens de blessures également et l'aspect prépa physique. Ok. Sur la prépa mentale, justement, c'est quoi si tu veux bien en parler, souvent les champions, il y a un gros sujet un peu central qui travaille. T'en as un, toi, en particulier, que tu bosses? Alors cette année, sur cette saison, ça a été l'endurance psychologique et la confiance, mais la confiance en socle de base à entretenir. En fait, c'est un travail un peu d'une vie, hein, globalement. Mais ça a été l'endurance psychologique, arriver à tenir, être performant sur le long terme, être performant sur une saison entière. Ça a été vraiment le gros travail de ma saison. Et puis pour la suite, j'ai déjà le prochain sujet qui est accepter que c'est possible de gagner. J'ai encore jamais gagné. Ouais, c'est quelque chose qui est assez particulier aussi, c'est qu'en fait, t'es 3e mondial, mais t'as jamais gagné une compétition où t'as gagné, quoi. Et t'as un blocage là-dessus, tu sens qu'il y a quelque chose de psychologique là-dessus, quoi. C'est vraiment un sujet très intéressant et je pense que je suis pas prête. J'étais pas prête, j'espère l'être demain et c'est pour ça que je vais travailler sur ce sujet-là. Oui, comme si... comme quelque chose d'un peu inconscient d'être pas prêt à arriver à cette marche-là, quoi, du podium, une Marseillaise. C'est intéressant. Ça marche. Si on revient un peu sur ton sport, justement, pour revenir un peu finalement aux qualités que tu as dû développer pour performer en escalade de glace, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe? Donc, tu arrives sur une compétition et du coup, concrètement, comment ça fonctionne? En fait, tu vas avoir une voie. Tu dois aller le plus haut possible, c'est ça? Et tu as 6 minutes pour aller le plus haut possible. Et toi, tu as un temps limité où tu vas pouvoir observer cette voie. Et ensuite, tu rentres dans une salle où tu n'as plus accès à cette voie. Et là, tu dois réfléchir à ta stratégie alors que tu n'as pas pu prendre de photos ou vraiment, tu as juste un temps imparti pour regarder cette voie et ensuite tu dois y aller. C'est ça? C'est ça, exactement. Et ensuite, donc finalement, où est-ce que ça se joue finalement pour les meilleurs? Tu vois, toi, tu fais partie des meilleurs. Ça se joue sur quoi le fait d'aller gagner une compétition? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a une partie tactique, technique et visualisation. Après, il y a évidemment préparer le corps, mais ça, c'est inhérent à chaque athlète. Moi, je trouve que là où ça... Un travail que j'ai fait dernièrement, depuis des années en fait, c'est vraiment sur la partie visualisation et projection et se mettre dans un état qui correspond à un bon niveau d'énergie, un bon seuil d'alerte, un bon niveau d'appréhension. Parce que c'est pareil en fait, c'est une histoire de dosage. Il faut quand même être un peu en état de stress, un bon stress. Et globalement, ce que je trouve très intéressant comme travail et ce que je fais beaucoup et je pratique énormément, c'est la visualisation.
où en fait, quand on fait les 6 minutes en question, on a des jumelles. Donc, on peut arriver à voir les prises et où est-ce qu'on va passer. On a effectivement que 6 minutes, ce qui est très court. Hein, donc, on dessine aussi. On échange entre athlètes. D'ailleurs, ça fait partie de l'ADN du sport que j'adore. Tu échanges avec tes concurrents? On échange avec nos concurrents. Sur comment on a trouvé, par où on va passer, etc. On ne donne pas tout. On en garde un petit peu, c'est évident, et je pense que chaque athlète garde aussi un petit peu son ADN. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est une forme de danse sur le mur, mais chacun va passer d'une manière un peu différente. Et moi, j'essaye de travailler à que le mouvement soit... En fait, on est tous à la recherche d'un certain flow, d'une fluidité de mouvement et une pureté, quoi. Et pour ça, j'imagine, je me répète. Les mouvements, je les vis intérieurement comme si j'étais en train de grimper, je les vis comme si je me voyais sur le mur d'un point de vue extérieur, comme si j'étais spectateur. Et ce travail-là, il est pour moi clé. Enfin, c'est comme ça que je monte sur mon premier podium en Coupe du Monde en 2020. Je me retrouve à changer ma méthode en visualisant dans ma tête pendant l'isolement. Je me dis, mais en fait, là, quand je regarde la prise, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas parce que là, si je mets moins d'énergie sur ce mouvement-là, je vais en perdre beaucoup plus sur celui d'après. Et du coup, en rétrogradant moins 3 mouvements, je me rends compte, faut que je mette plus d'énergie sur le premier, mais comme ça, ce sera mieux sur la suite. Et je gagne 1 minute par rapport aux autres concurrents et je monte sur le premier podium. Et c'est magique comme force. T'as atteint un tel niveau que t'arrives à monter à un certain endroit dans ta tête et à redescendre pour repartir ailleurs, quoi. Un niveau de visualisation de cette précision. Et quand tu montes, t'as réellement... tu te rends compte que tu étais juste sur ta capacité à visualiser tout l'ensemble des prises, quoi. T'as pas de surprise où tu disais, oula, j'avais pas vu les choses comme ça et j'improvise, quoi. Si, complètement. Alors, la visualisation, pour moi, c'est essayer de limiter le nombre d'imprévus qu'il y a autour de toi pour arriver à avoir une meilleure capacité d'adaptation sur quelque chose évidemment d'imprévu sur le moment et de pouvoir être en capacité d'agir. C'est pas tout anticiper et être figé dans son plan, c'est juste essayer de se limiter ce nombre d'imprévus. Et si, ça m'arrive de me faire surprendre. Et c'est génial, c'est aussi la beauté de la chose. Mais après, derrière, c'est arriver à s'adapter sur le moment, changer de rythme, prendre du recul. Et des fois, même, j'ai des plans A, B, C. Des fois, je ne sais même pas, en visualisant, je me dis A, B, C, et on verra ce que je choisirai sur le moment. Et après, dans la partie, dans la compétition, tu as quand même un peu tout le monde qui passe par le même endroit où tu as vraiment une grosse différence justement de stratégie, ou peut-être même qui est lié aussi à la capacité ou aux compétences techniques. Hein. Parfois, en fait, lui peut passer par là, mais moi je peux pas parce que je suis pas capable de faire tel ou tel mouvement. Enfin, il y a une vraie différence de tactique et de stratégie ensuite sur le mur. Alors globalement, on prend plus ou moins toutes les prises quand même dans un ordre qui est similaire. Par contre, on va se placer de manière différente. On va y aller, au lieu d'y aller main gauche, y aller main droite par exemple. Ça joue. Et évidemment, c'est pas drastiquement différent, mais c'est plein de petites choses. Oui, c'est quand même. Tu vois un style, tu vois une forme d'escalade. Il y en a qui vont passer plus en force, d'autres plus en technique, plus en souplesse. Et en fait, chacun fait avec ses moyens et ses capacités. Ouais, c'est intéressant. Et entre questions qui me vient, mais tu as des sports où tu as justement des pays qui vont avoir une manière de faire différent, etc. Est-ce que vous le voyez aussi en escalade de glace ? Dire les Coréens, ils montent de telle ou telle manière, ils sont plus agressifs, ou ils sont plus... Il y a une différence entre les deux ? Complètement. Ouais. Nous, on est quand même connus pour avoir un style assez agressif, dans le sens assez prise de risque, assez technique et prise de risque et un peu un peu agressif. Ouais, c'est ça. Voilà, aller chercher un peu le challenge. Les Coréens, moi, je suis très très inspirée par leur style de grimpe qui est chat. Qui est chat, qui est pur. Voilà, j'essaye de tendre vers un style qui ressemble. Ouais. Ok. Ça t'arrive d'aller t'entraîner justement à l'étranger, de t'inspirer aussi de pratiques. C'est ça, vous faites des stages ou des choses ? Oui, qui dit sport de niche, effectivement, dit pas forcément beaucoup de structures aujourd'hui en France. Donc, on fait avec les moyens du bord. Et c'est là où je trouve ça aussi chouette d'ailleurs, parce que moi, je suis 3e mondiale aujourd'hui, là, sur le classement 2000 de l'année dernière. Mais je m'entraîne dans un garage aussi en local à côté de moi et je vais acheter des prises sur le circuit et m'entraîner là-dedans. Et en fait, il n'y a pas besoin d'attendre que ce soit parfait pour se donner les moyens. Après, du coup, je suis allée m'entraîner en Suisse, en Italie. Ouais. Je suis même allée en Russie une année. Aujourd'hui, c'est plus un côté, une approche un peu environnementale. Une sensibilité à ça qui me limite là-dedans et qui fait que je vais
plus aussi loin pour m'entraîner et que j'essaye plutôt de construire des structures, même si elles sont avec les moyens du bord, autour de chez moi. Parce que j'ai déjà une empreinte quand même conséquente avec les compétitions. Ok, ça marche. Du coup, c'est un sport où tu dois doser justement ton énergie, tu viens d'en parler. Tu dois aussi doser ta capacité à prendre des risques, à prendre des risques mesurés quoi, sur la voie. On a créé ensemble du coup une intervention à destination d'entreprises sur cette thématique, de prendre des initiatives, de bien gérer son énergie en fonction des circonstances, de oser un peu, de sortir de sa zone de confort. Et c'est des éléments sur lesquels toi tu dois travailler en fait en continu pour pouvoir performer. Il y a un premier élément que tu abordes qui est plutôt autour de la connaissance de soi, qui est un peu la base, une sorte de socle. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu là-dessus, pourquoi c'est important finalement dans ton sport? J'étendrai même au-delà de mon sport, pour moi, à quel point c'est important, même tu vois, dans mon métier aujourd'hui, en fait, dans toute approche, je trouve, des aspects de ma vie et j'espère autrui. En fait, si demain je me dis, je voudrais gagner une Coupe du Monde, on va se dire, ok, on va faire un plan d'entraînement, on va faire un rétro-planning, etc. Mais comment on comble ce gap entre aujourd'hui et demain? Eh bien, il faut bien savoir où moi j'en suis aujourd'hui, qui je suis, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, pour arriver à faire quelque chose le plus pertinent possible. Donc déjà, de base, si on se dit, voilà, moi j'ai un objectif demain, j'ai une envie, c'est ça, eh bien, pour y aller, c'est important de savoir où on en est. Avant de passer à l'action, quoi. Exactement. Okay. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus juste et il n'y a rien de... Enfin, c'est presque le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et qu'on puisse faire aux autres, c'est de se connaître déjà. Ça permet d'avoir un positionnement qui est juste, d'être en connaissance de ses forces, de ses faiblesses, de ce qui nous donne de l'énergie, de ce qui nous en prend, pour aller au plus juste de l'approche qui va nous amener vers ce qu'on veut tendre demain. Ouais. D'un point de vue un peu opérationnel, entre guillemets, qu'est-ce que tu conseilles de faire, toi, comment tu fonctionnes par rapport à ça? Tu as un tableau, tu as quelque chose, tu formalises quelque chose là-dessus, où tu écris tes forces, justement, tes compétences, tes points d'amélioration. Comment tu fonctionnes, toi, par rapport à ça? Oui, ça, je fais des bilans déjà régulièrement avec moi-même de les forces, les faiblesses qui me limitent aujourd'hui. Derrière, j'en discute avec ma préparatrice mentale. Et par exemple, dans nos points mensuels, on commence par comment je me situe aujourd'hui d'un point de vue physique, émotionnel, mental et énergétique. On décline ces 4 aspects. Déjà, ça pose le statu quo de « OK, aujourd'hui, où j'en suis ?» Et derrière, moi, j'essaye de travailler, OK, demain, là où je veux être, allez, petite étape par étape, je vais essayer de faire un peu mieux que mon état actuel du jour. OK. C'est intéressant. C'est un travail que du coup, tu fais sur la partie sportive. C'est le conseil que tu donnes en entreprise, c'est de le faire en fait en entreprise. Toi, c'est aussi quelque chose que du coup, tu as réussi à transposer dans d'autres aspects de ta vie, au-delà du sport. C'est-à-dire plutôt dans ton travail chez Danone, de dire justement comment je suis mentalement, émotionnellement, peut-être aussi dans la manière dont je suis connecté aux autres avec qui je travaille, etc. Tu le fais aussi dans d'autres aspects de ta vie que le sport? Complètement, je fais ce travail-là. On a des points pareils bimensuels avec mon manager et en fait, au préalable, je fais ce travail-là pour justement avoir le bon positionnement, pouvoir aller vers les missions qui me sont données, pouvoir me confier sur là où j'ai mes limites aujourd'hui, là où j'ai besoin de soutien. Honnêtement, je peux même le faire dans ma vie perso avec mon mari pour qu'on s'entraide, quoi. Ouais, ok. Complètement. Dans la prise d'initiative, on parle aussi du fait d'être conscient de ses compétences et de mettre ses compétences en face de frustration. Et finalement, c'est ça qui crée un désir de passage à l'action, quoi. Je suis capable de faire quelque chose, il y a quelque chose qui me dérange, et du coup, je vais allier ces deux choses-là pour passer à l'action. Et ça, c'est vrai vraiment dans tous les aspects de la vie. Par exemple, dans la création d'entreprises, moi, j'ai créé une entreprise pour aider les sportifs de haut niveau à financer leur carrière. C'est ça la frustration, de se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont tout aussi performantes que les footballeurs dans d'autres sports, mais qu'il n'y a pas de modèle économique, et que ces personnes-là, en fait, souvent, elles n'arrivent pas à en vivre. Donc soit elles doivent travailler en plus et du coup elles ne sont pas focus sur le sport, soit elles s'endettent, soit elles arrêtent tout simplement de faire du sport. On connaît ça dans tous les sports.
Et du coup, en face de ça, de se dire, moi j'ai une compétence qui va être d'aider des sportifs à créer des formats pour intervenir en entreprise, et j'allie ces deux-là pour résoudre le problème, entre guillemets, quoi. Mais il y a un élément qui est intéressant et dont tu parles, qui est le fait de passer à l'action rapidement. Et c'est vrai que, par exemple, moi, d'un point de vue entrepreneuriat, j'ai toujours voulu créer quelque chose, mais en fait, j'ai mis énormément de temps, alors que depuis tout jeune, je savais que je voulais créer quelque chose un jour. Et j'ai attendu 30 ans, finalement, pour me lancer, parce qu'il y avait toujours une bonne raison, alors qu'en fait, il n'y en avait pas de réel. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça, le fait de passer à l'action rapidement quand on a une envie de prendre une initiative et de pas finalement la laisser traîner, parce que quand on la laisse traîner, on sait bien qu'au bout d'un moment, en fait, on en a plein et on passe jamais vraiment à l'action, quoi. C'est marrant parce que tu vois pourquoi je suis là aujourd'hui. Ça naît d'une frustration de vivre toute cette partie sportive et haut niveau de manière assez intimiste. Aujourd'hui, voilà, qui dit sport de niche, effectivement, dit cette partie-là. Et je me sens un peu égoïste parfois dans cet univers-là. Et du coup, l'envie de partager et fait en sorte que en fait, j'ai envie du coup d'étendre cela au grand public, à des personnes. Mais même chez Danone, c'est génial parce que je suis dans un univers tellement différent que je me suis dit, opportunité justement d'ouvrir et d'apprendre d'eux. Et passage à l'action rapidement, par exemple, sur ce sujet-là, je me suis dit, je commence autour de moi, avec mes proches déjà, mes pairs, d'expliquer, de partager un peu ce que je vis, de l'aventure sportive, ce que je vis, ce que je ressens pendant les compétitions. Après, je suis allée, deuxième petit pas, dans mon équipe chez Danone. Je me suis dit, on pourrait se prendre 1 heure, on se parle visualisation, on se parle autre sujet sportif, performer dans l'incertitude, peu importe. On se prend 1 heure et puis on se fait un petit atelier. Et en fait, de fil en aiguille, comme ça évolue. Et j'avais un autre coach qui m'avait dit, qui s'appelle Christophe Bichet, qui m'avait dit, mais là, Marion, t'as envie de ça, là. Ok, t'as envie de quoi aujourd'hui? Bon, t'as envie de ça, ok. Et pourquoi pas demain? Et à chaque fois, je le garde en tête, je me dis, mais pourquoi pas demain? Mais ça veut pas dire demain, je change de vie, demain, je prends un virage à gauche et je me dis, ok, je change tout. Bon, ça peut être le cas si vraiment c'est une envie très profonde, mais c'est juste faire un petit pas. C'est se dire, je me sens timide, par exemple. Eh bien, je vais aller dans un magasin et je vais aller demander mon chemin. Et puis petit à petit, comme ça, quoi. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. C'est le fait d'enclencher un premier niveau de passage à l'action, quoi. C'est ça. Et souvent, j'ai l'impression qu'on peut avoir une fausse impression qu'il n'y a pas de retour en arrière, alors qu'en réalité, ce petit pas peut en amener un autre, peut en amener un autre. À un moment, on peut faire un bilan et se dire, est-ce que je continue? Est-ce que je veux m'orienter vers faire plus de choses dans l'entreprise, si je reprends ton exemple, ou plutôt me dire, finalement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, et retourner en arrière, quoi. C'est ça. Mais quand j'avais envoyé le message, que j'avais vu ce que vous faisiez, je me suis dit, c'est génial. J'envoie un message. Ouais. Oui, c'est un petit pas. Ouais. Eh bien, c'est un petit ça fait pas. partie de ces petits pas. Ouais. Et en fait, c'est saisir aussi ces opportunités, ces chances, les saisir et se dire, si vraiment après, derrière, ça me convient pas, au moins, c'est un petit pas, je peux revenir. Ouais, complètement. Et en fait, ces petits pas, ils sont difficiles à faire parce que souvent, c'est souvent dans une zone d'inconfort ou quelque chose qu'on connaît pas, qu'on a l'impression que ça va être inconfortable. Est-ce que tu as l'impression aussi que plus tu prends l'habitude finalement d'en faire, et plus ça devient simple, justement d'aller dans l'inconnu? Tu parlais de performer dans l'incertitude, mais est-ce que tu as aussi cette impression que finalement plus tu le fais, plus c'est facile, quoi? Oui, je pense qu'après tu enclenches une inertie, et derrière ça tu vas oui, je pense que derrière ça devient de plus en plus naturel. Après c'est un travail d'une vie, honnêtement. Enfin, tu vois, par exemple, apprendre à dire non, etc. C'est des petits pas. Aujourd'hui, tu travailles. Il y a des retours en arrière, en fait. C'est un peu cyclique. Ouais. Moi, je trouve, c'est comme l'entraînement. Tu vas mettre des charges, tu vas baisser en niveau, tu vas te reposer, ça va te faire te régénérer et monter un peu d'un cran. Mais globalement, c'est cyclique. Il faut savoir que il y a des phases de lumière, des phases d'ombre, et que des fois on va passer de l'un à l'autre et que c'est ok. On peut pas, ça va pas toujours être longiligne et s'améliorer. Ok. Non, mais en tout cas, j'aime bien ce pourquoi pas demain. Je trouve que c'est une bonne phrase à retenir, quoi, quand on a envie de faire quelque chose et que finalement on reste dans l'inaction. Il y a un autre élément dont tu parles et qui t'intéresse beaucoup, c'est l'énergie.
C'est finalement où est-ce que je place mon énergie finalement. Après, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de prendre des initiatives. Mais en fait, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses. Je reçois beaucoup d'informations. Et finalement, là-dedans, où est-ce que je décide de mettre mon énergie? C'est un sujet que tu maîtrises bien. Comment tu vois la chose là-dessus, toi? Oui, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup attirée. Je le vois. Alors, en fait, je me suis souvent posé la question de est-ce que là, je fais un petit pas, j'ose, ou est-ce que finalement, je vais pas m'épuiser? Des fois, la limite, elle est fine entre les deux. Et du coup, pour ça, j'ai vachement travaillé sur savoir ce qui arrive en face de moi, du coup, comme action, dans quelle zone je peux la mettre. J'essaye de faire des bulles, de me dire, OK, est-ce que c'est quelque chose que je peux avoir en contrôle rapidement et me dire, si j'agis, ça va avoir un impact direct? Est-ce qu'en fait, ça va me demander de passer par un peu un chemin de traverse? Ou est-ce que finalement, je vais pas être à contre-courant et je vais pas courir face au vent, quoi. Et est-ce que j'ai l'énergie pour? Oui, non. Et du coup, j'essaye de réfléchir à chaque fois de est-ce que là, je vais oser ou est-ce que là, je vais m'épuiser? Et du coup, d'essayer de se respecter aussi dans cette approche, je trouve que c'est hyper important. C'est pas toujours facile. Après, je dis pas que c'est facile, hein, vraiment. Mais par contre, c'est important de se poser la question. Ouais. C'est ça le conseil que tu donnerais? C'est-à-dire parfois de prendre le temps de réflexion, de prendre ce temps de réflexion. Toi, tu prends un vrai temps de réflexion parce que parfois, en fait, là, on parle de sujets, mais parfois, c'est diffus et on n'a pas forcément le réflexe de se poser, de dire attends, là, finalement, je suis en train d'enclencher quelque chose, mais est-ce que je suis dans la zone A, je peux avoir de l'impact, ça peut aller vite, donc j'y vais. La zone B, le chemin de traverse dont tu parlais, et la zone C, finalement, qui est où en fait, je vais m'épuiser. Toi, tu as ce réflexe-là, finalement, de prendre ce recul et de te laisser le temps de réflexion. C'est le conseil que tu donnerais? Oui, je pense que c'est le conseil que je donnerais de je me pose, juste. C'est comme tu es sur en bloc, par exemple, dans la discipline du bloc, en escalade. Je pense que les personnes qui nous écoutent connaissent maintenant avec les jeux. Hop, je suis en difficulté, je viens d'échouer 4 fois. Hop, je fais un pas de recul sur le matelas, je m'assieds, je regarde, je réancre au niveau du ventre. Là, je respire un coup. OK, j'y retourne. C'est vraiment se dire oula, attends. C'est le pas de côté, quoi. Je prends un petit pas de recul, mais c'est léger, hein, c'est juste. Où est-ce que c'est? Où est-ce que je me situe? Et j'y vais. C'est pas ça, on peut pas faire ça dans tout, hein. C'est juste des choses un peu structurantes. Complètement. Et tu abordes aussi un aspect intéressant qui est finalement dans la prise d'initiative, etc., qui est qu'en fait, on ne peut pas être à 100% non plus tout le temps sur toutes les initiatives. Et tu parles de la récupération, enfin un peu le principe de surcompensation. Comment tu vois la chose, toi, plutôt d'ailleurs dans un univers presque même enfin, pas que dans l'univers du sport, quoi. Oui, j'aime bien imaginer qu'on est un peu comme des Sims, qu'on a une énergie finie et qu'en fait, il faut jouer avec. Ouais. Et c'est tout le jeu de l'énergie, justement. Il y a des choses qui nous en donnent, des choses qui nous en prennent, etc. Et de jouer avec ce temps c'est comme le temps qui est fini. Et bien, notre énergie, pour moi, elle est finie de la même manière. En plus, toi, tu as une spécificité, c'est que tu es sur des saisons. Donc, en fait, ta saison est... Tu as vraiment quelques mois où en fait il va falloir mettre beaucoup d'énergie. Mais même dans ta préparation, c'est finalement comment tu t'organises, parce que tu peux pas être à 100% sur tout en continu. Ouais, c'est exactement ça. En fait, chaque entraînement, on a tendance à imaginer que je vais aller presque dans le rouge à chaque entraînement. Et en fait, c'est comme ça qu'on va progresser. On va se donner à 400% sur chaque session. En fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il faut doser pour tenir justement dans la longueur. Pour moi, ce que j'aime bien dans cette approche-là, c'est que la chance du sport, c'est que le corps t'arrête. Donc, c'est être à l'écoute de ces signaux musculaires, physiques, etc. Dans la partie pro, ce qui est plus difficile, c'est que sur le mental, tu peux aller beaucoup plus loin. Tu peux aller beaucoup plus loin, tu as des signaux, mais tu peux les occulter un peu jusqu'à arriver à un moment où ça peut peut-être être un peu irréversible. Et du coup, cette approche-là, j'ai envie effectivement de la décliner et j'essaye à chaque fois d'y repenser dans mon métier, avec mes collègues également, de se dire, attends, là, ça fait 3 signaux, là, tu dors pas bien, t'as des petites pertes de concentration et tout ça, des motets. Bon, du coup, peut-être juste prendre un peu de recul, récupérer, t'as eu un succès au boulot, prends le temps un peu de digérer, juste, t'as bossé comme un dingue, après, tu vas peut-être être fatigué, et c'est OK, c'est normal, quoi. D'avoir cette notion, justement, de récupération, c'est comme ça qu'on progresse, hein, c'est dans le repos. Hein. Bien sûr, ouais. C'est intéressant.
avec cet aspect dans le principe de surcompensation, sans forcément revenir dessus, que finalement, tu vas mettre beaucoup de charges, et on peut imaginer que c'est la même chose en entreprise, et qu'en fait, à la fin, tu vas avoir un temps de repos parce que tu as mis beaucoup de charges, et qu'en reprenant suite à ce temps de repos, en fait, tu vas être à un niveau de performance plus élevé que ton point de départ avant de mettre la charge, quoi. Parce que tu as engrangé de l'expérience, parce que tu as... Exactement. C'est hyper intéressant. D'un point de vue mental, tu as déjà abordé pas mal de sujets par rapport au fait de prendre des initiatives et surtout de sortir de sa zone de confort. On parle souvent de sortir de sa zone de confort, d'ailleurs, tu as parlé des petits pas, et j'aime bien cette idée, parce qu'en fait, on a parfois l'impression, quand on parle de sortir de sa zone de confort, que ça veut dire se mettre en danger, ou voilà, quelqu'un qui aime pas prendre la parole en public, il peut se dire je vais prendre une opportunité où je vais te parler devant 500 personnes. En réalité, j'ai l'impression que c'est pas exactement ça. Sortir de sa zone de confort, c'est plutôt justement ces petits pas, prendre confiance petit à petit, parce que sinon c'est trop brusque quelque part. Et après, d'un point de vue de préparation mentale, tu parles de différents sujets. Il y en a un qui est déjà autour de la définition des objectifs, entre des objectifs plutôt de résultats et des objectifs de moyens. Comment tu fonctionnes, toi, sur cette partie d'objectifs? Comment tu formalises les choses et comment tu vois les choses? En fait, j'ai commencé à réfléchir justement à ces types d'objectifs, en tout cas à l'incarner, à le ressentir, en 2020, où je fais mon premier podium en Coupe du Monde. Du coup, on est en Chine. Et là, je monte sur le podium, je m'étais dit, mais je vais ressentir un truc de dingue quand je vais être sur le podium. Ouais. Ça va être incroyable, je vais pleurer. Enfin, je m'étais toujours imaginé ce podium en me disant, le jour où je monte sur un podium de Coupe du Monde, mais je serai dans un état, mais je ne pourrais pas ce sera incroyable. Je monte sur ce podium, et c'était génial, mais j'ai pas ressenti ce que j'avais. Ouais. J'ai pas eu ce truc de. C'était génial, hein, je l'ai apprécié, et là je me suis dit, oh bah mince, tout ça pour ça. Et après je me suis dit, mais non, mais en fait c'est tout le chemin, c'est tout ce que j'ai fait avant qui fait que c'était génial. Et du coup je me suis dit, ok, bon, alors il y a vraiment l'importance du coup de ce parcours pour arriver à ce résultat. Et c'est là où je me suis dit, ok, objectifs de processus, ce sont des objectifs en fait qui sont où tu as plus la main. En gros, l'objectif de résultat, donc l'objectif généralement qu'on se donne, ou quand on parle d'objectif, tout le monde pense à, ok, je voudrais gagner cette compétition, je voudrais avoir ce résultat au travail, faire cette perf, etc., un objectif. Ça, tout le monde est clair, je pense, là-dessus. Après, cet objectif, il ne dépend pas que de toi, généralement. En entreprise comme dans le sport, clairement, les concurrents. Beaucoup de choses que tu maîtrises pas. Il y a plein de choses que tu maîtrises pas. Donc, si tu te centres uniquement là-dessus, je trouve ça vachement dur. Encore plus, moi qui fais les sports de saison, parce que du coup, tu as quand même un laps de temps où tu n'as pas de compétition. Donc, il faut tenir la motivation, etc. Mais du coup, si tu n'as que ce truc qui est super loin de toi, c'est vachement difficile de rester aligné et de rester engagé dans l'axe. Et engagé, exactement, engagé. Et du coup, on peut décliner derrière des objectifs de résultats intermédiaires pour les premières phases. Et après, des objectifs de processus, c'est vraiment se dire, là, j'ai la main. Par exemple, je voudrais faire 20 tractions. Je voudrais demain avoir le grand écart. Et ça, c'est des objectifs où on a plus la main et qui nous permettent de cranter à des moments pour être content, déjà satisfait, pour avoir des petites carottes, pour faire des petits pas, les petits pas dont on se parle. Et ça, pour moi, c'est clé à un moment quand même d'avoir quelque chose de mesurable et de quantifiable pour avancer. Ouais, c'est un des points de départ, en fait. Tu as beau vouloir prendre des initiatives. Si ton initiative, c'est quelque chose d'hyper lointain et que tu ne concrétises pas par des choses atteignables et rapidement atteignables qui vont te satisfaire, tu vas vite perdre la motivation et ton projet va tomber à l'eau, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ok. Ok. Ce travail-là, tu le fais seul, tu le fais avec ta prépa mentale, de définition d'objectifs, justement, plus de moyens? Alors, ça dépend de chaque année en fonction du staff que j'ai. Ouais. Je sais que je commence la démarche seule. Ouais. Après, maintenant, en fait, ça fait quand même plus de 20 ans. Donc, j'essaye de me reposer aussi sur un certain bagage. Et du coup, puis je suis une adulte. Donc, je fais cette démarche seule. Ouais. Et après, je la partage. Et on la complète
on y apporte d'autres aspects, notamment sur des fois quand on vit la chose de l'intérieur, c'est difficile de prendre du recul. Ce pas dont on disait petit pas en arrière, en fait, moi, je suis aidée là-dedans. Et honnêtement, je conseille, je serais aidée toute ma vie, même si hors carrière, c'est un regard extérieur, c'est en fait... moi, c'est grâce à ça. C'est grâce à, du coup, c'est tous ces petits regards, toutes ces personnes qui m'aident autour de moi que j'en suis là aujourd'hui. Hein. Je suis pas là toute seule. Hein. Et du coup, c'est important. Enfin, j'avoue, j'attends pas d'être forcément dans une difficulté pour être accompagnée en dehors. Ça fait des années que je suis accompagnée par plein de différentes formes de préparation mentale, différentes personnes. Et je suis pas bien, je suis très bien, mais juste j'ai envie d'être encore mieux. Okay. Et du coup, je fais cette approche. Ok, oui, et dans ton objectif de performance, j'imagine que ça t'aide nécessairement. Sur la thématique de la prise d'initiative, pardon. Sur la thématique de la prise d'initiative, quand on parle de sortir de sa zone de confort, souvent, ça veut dire affronter ou se confronter à ses peurs ou à des choses, à des points de blocage. Comment tu travailles dessus, toi? Même, il me semble que même dans la partie vraiment purement escalade, t'as d'un point de vue technique, des aspects ou des positions qui vont te faire peur. Comment tu travailles dessus? Oui, par exemple, dans mon sport, on a un mouvement qui s'appelle le Yaniro, où on met la jambe au-dessus de notre bras et on est souvent dans le vide, dans un toit. Donc, il faut imaginer comme un toit. Et nous, on est juste sur un piolet et après, tout le corps est dans le vide et à un certain ballon. Et en fait, ce mouvement, il entraîne que le haut du corps, il est un peu en arrière. Et du coup, ça fait un peu comme une impression de chute. Je sais pas, il y a quelque chose de très déroutant dans la position où j'ai eu énormément d'appréhension au début de ma pratique. J'ai beaucoup travaillé dessus. Je ne me considère pas encore à un niveau optimal sur cette position-là, donc je continue. Et typiquement, sur ce travail-là, c'est j'ai fait un travail d'hypnose, d'ancrage, de mettre un sentiment de sécurité quand j'ai mes piolets dans les mains. J'ai travaillé en enlevant des composantes d'appréhension. Donc, le faire au sol plutôt qu'à 15 mètres de haut, sans corde, avec pas la notion du coup de chute qui est différente. Quelque chose de progressif et de moins... C'est ça, petit pas. Est-ce que tu peux justement te poser un peu sur la partie ancrage, nous expliquer ce que c'est en fait un ancrage justement et ce sur quoi tu as travaillé justement avec tes piolets? Ça consiste en quoi cet ancrage? Ça consiste en associer à un geste, un état émotionnel. Donc, prendre les piolets dans les mains et y associer une sensation de bien-être, un moment joyeux, une confiance, une émotion, un apaisement. Et en fait, ça c'est un travail qui se fait. Moi, j'ai été accompagnée par quelqu'un qui s'appelle Jonathan Bell-Legroux là-dedans, qui travaille sur l'hypnose, l'auto-hypnose plus précisément, parce que du coup, c'est moi qui me suis mis voilà, c'est ça. Et dans ce stage en question, je m'étais retrouvée à pleurer en grimpant, et puis juste après, je rigolais en grimpant parce que changement d'état. Okay. C'est puissant. Après, il faut faire attention. Il faut garder quand même la partie naturelle. Quand même, voilà, faut pas non plus se transformer. Du coup, l'idée, c'est que toi, au moment où tu arrives sur une voie et que tu dois faire tu dois passer par cette position du Yaniro, tu vas faire cet ancrage. Tu le fais sur la voie en compétition pour te créer un sentiment de confiance en toi, ou je sais pas du coup quel ancrage exactement tu avais créé, mais c'était ça? Je le fais avant, dans la phase juste de préparation. Pendant, je laisse parler un côté instinctif, c'est juste que si je me suis assez entraînée avant, et évidemment à l'entraînement pour le coup, mais en compétition, derrière, c'est tout le travail en amont qui fait que ça va s'aligner ou non. Mais en tout cas, je laisse place plus à un côté un peu plus instinctif. Ok. Ouais. Le moment où tu pars et c'est parti, quoi. Le travail a été fait auparavant, quoi. Exactement. C'est ça. Et c'est la liberté. Je me sens libre à ce moment-là, vraiment. Mais c'est hyper intéressant. On a travaillé, nous, avec une équipe de commerciaux qui avait changé d'organisation complètement et qui devait aller voir c'était un laboratoire pharmaceutique, et ils devaient aller voir un nouveau type de médecins, plutôt des professeurs émérites, etc. Alors qu'avant, ils allaient voir plutôt des médecins généralistes, et ils avaient un blocage là-dessus. Et on les a fait travailler justement sur des ancrages et sur des petites techniques à mettre en place pour se conditionner avant d'aller voir ses professeurs et se positionner d'égal à égal avec eux.
Et ça fonctionne super bien, quoi. Et ça montre que finalement, ces techniques et cette approche qui est utilisée dans le sport de haut niveau, elle est totalement transposable à ce qu'on fait, à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut vivre en entreprise, quoi. Justement, toi, tu utilises des techniques de prépa mentale que tu as appris dans le sport de haut niveau, dans ton travail chez Danone, ça t'arrive? Oui, ça m'arrive. Alors déjà, d'un point de vue perso, typiquement, je fais une intervention sur le sport, etc. Ou même une intervention sur une presse de mon métier. Oui. Eh bien, je vais me projeter, je vais visualiser, je vais imaginer les questions qu'on va me poser. Ouais. Voilà, bon, ça déjà, c'est un travail. Après, sinon, on fait des ateliers, sous forme d'ateliers. Ouais. Et on joue sur plusieurs outils. Voilà, c'est des partages de ce que je vis, quoi. Ok. Hyper intéressant. Et donc, on parlait de travailler ses peurs et plus spécifiquement sur la confiance en soi. Pour développer la confiance en soi, tu travailles là-dessus, toi? Oui, je travaille là-dessus toujours avec Amandine Cléchec, qui est ma préparatrice mentale. La confiance, c'est un sujet qui est pas évident. C'est un sujet pour moi vraiment d'une vie, je pense, parce qu'en fait, ça demande. On tend toujours à un certain alignement, je pense. Et moi, j'ai l'impression qu'avec le haut niveau, on pousse quand même assez loin. Et du coup, j'ai souvent la sensation un peu d'être sur une arête de montagne et à tout moment, attention, ça peut basculer à gauche ou à droite. Okay. Et du coup, ça nécessite de vraiment faire ce travail au quotidien, en fait, pour justement, comme si quelqu'un allait juste, hop, me repousser l'épaule pour que, tac, je sois de nouveau droite. Donc, c'est essayer de faire ce travail-là un peu tout le temps. Après, c'est comment je le travaille concrètement, qu'est-ce que je fais. Écrire quand les choses se sont bien passées, demander des retours autour de moi. Ça, en entreprise, je le fais beaucoup pour derrière savoir si je suis dans la bonne direction ou non, et du coup, essayer d'avoir un regard extérieur. Au-delà de la position là, du Yaniro, il y a d'autres points de blocage que tu as réussi à travailler? Ça, c'est vraiment le Yaniro, ça a été essentiel, ça a été un des plus gros. S'il y a mais c'est un peu la peur de la chute avec la corde, notamment. J'ai eu une mésaventure sur une Coupe du Monde où, en fait, mon pied est resté coincé et j'ai été pendue par le pied pendant bien un quart d'heure, 20 minutes, parce que personne ne pouvait venir me chercher là. Il fallait que je me dépatouille, mais sauf que j'ai des crampons, donc c'est coupant. Et du coup, fallait pas couper la corde, évidemment. Mais du coup, je pense que d'avoir le bon positionnement de corde en fonction de nos mouvements, où on a souvent du ballon, etc., ça, c'est une appréhension que je travaille. Mais du coup, on peut rectifier par des gestes techniques aussi. Là, tu es sur des aspects très tournés sur l'escalade, mais est-ce que tu en as même eu d'autres en dehors de ça? Tu vois, je sais pas, peut-être d'être intimidé par des adversaires, je sais pas s'il y a des choses. T'en as parlé d'ailleurs un petit peu en fait, un peu plus tôt, hein, même de la peur de gagner aussi, c'est un peu une sorte de blocage en fait, et qui ne doit pas être très loin des notions de confiance en soi aussi. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant, il y a plein de sportifs aussi qui en ont parlé, notamment dans le tennis. Moi je viens de ce sport-là. Où en fait, tu as des joueurs qui gravitent, on va dire, entre le top 50 et le top 100. Et le jour où ils commencent à battre des joueurs du top 20, il y a un déclic. Et après, ils arrivent dans le top 20 et ils y restent pendant 10 ans, tu vois. Tu vois, ce côté de s'autoriser à gagner. Mais ouais, c'était une question si tu avais d'autres sujets que tu avais bossé, entre guillemets, ou des points de blocage que tu avais réussi à travailler. J'ai souvent peur. Hein. J'ai souvent peur. Et en fait, je trouve ça sain. Après, le tout, c'est que ce soit pas excessif. Et du coup, quand c'est excessif, je fais un travail justement là-dessus. Au quotidien, oui, la peur, même j'ai la peur de la chute. Ça m'arrive plutôt dans des terrains plutôt un peu plus montagne extérieure. Donc ça oui. Après, il faut y en avoir plein, mais tu vois, la peur de décevoir... C'est ça aussi, il y a la pression aussi liée à toutes les personnes qui permettent qu'aujourd'hui je vive ce projet dont je rêvais depuis longtemps. Donc il y en a plein des peurs, il y en a plein de formes. Ok. Il y a un autre élément, on aurait pu en parler sur la partie plus énergie, mais qui est très intéressant et sur lequel tu bosses, qui est la dépolarisation, qui est en fait
cette capacité à te resituer au bon niveau d'énergie. Est-ce que tu peux nous expliquer la problématique que tu as pu avoir par rapport à ça et pourquoi tu travailles du coup et peut-être nous rappeler aussi un peu ce que c'est, parce que j'ai fait une définition très très rapide que tu compléteras sûrement beaucoup mieux que moi. Je reviens juste sur la peur juste Ouais, avant. vas-y. En fait, je pense que pour arriver à limiter justement cette appréhension-là, je me ressente sur le mouvement, par exemple. Okay. Donc toute la peur qui peut être extérieure, la peur déjà c'est quelque chose c'est un événement qui n'est pas encore arrivé et tu as une appréhension sur quelque chose qui n'est pas arrivé. Donc déjà un peu déroutant. Donc ce que je fais c'est du futur du coup, futur projeté, et du coup j'essaye de recentrer sur le présent et sur ce que je suis, essayer de me réancrer, donc faire j'ai des méthodes de Qigong par exemple de respiration, et me recentrer sur le mouvement, sur les gestes, sur un mouvement après l'autre. Je me dis ok, pas forcément le sommet, si je vois le sommet c'est trop loin, par contre un mouvement, etc. Donc ça fait partie des... Ça lie à la confiance en soi, je pense. Ouais. Ça réancre, ça repose les bases, et du coup là où j'en suis aujourd'hui, pourquoi ok, on est là, allez on y va quoi. Et sur le sujet que tu évoques là, la dépolarisation, ça vient pareil de Christophe Bichet qui m'avait coaché il y a un moment. En fait, l'idée, c'est si on reprend l'histoire avec la Chine où je fais mon premier podium en Coupe du Monde. La semaine d'après, je suis en Corée, 2e étape de Coupe du Monde. Je suis la plus grosse contre-perf de ma carrière. J'étais pas redescendue. Et la semaine d'avant, c'était ta plus grosse perf, du coup. Voilà, et la semaine d'après, la plus grosse contre-perf. Okay. Exactement. Okay. Bon, tu sors de là, ok, y a quelque chose qui a... Mon niveau n'a pas changé en une semaine. Y a quelque chose qui est mental, pour le coup, qui a fait que ça a pas fait. En fait, j'étais pas redescendue. J'étais pas redescendue à un état neutre qui permet de construire derrière sur la suite et dans le temps. Là... c'est encore plus exigeant du fait qu'on enchaîne semaine après semaine. Donc, il faut réagir vite. Et ce sujet de dépolarisation, donc, c'est en fait réinverser les perceptions. Donc, essayer de trouver... Typiquement, il t'arrive quelque chose de difficile. Trouver 15 bonnes raisons en quoi c'est génial ce qui t'arrive. Là, la saison dernière, en octobre, je dois me faire opérer des 2 avant-bras. C'était pas du tout prévu. Okay. On me dit « Ok, Marion, tu me trouves 15 bonnes raisons en quoi c'est génial, là, ton opération. » Eh bien, au départ, tu te poses un petit coup. Et en fait, t'en trouves 15. Et derrière, ça permet de, remonter à un niveau qui permet de construire et d'avancer et de faire des petites actions. Parce qu'en fait, ces 15 bonnes raisons, tu peux les tourner en action derrière. Et hop, t'as du concret. Et le concret amène à la suite. Et là, donc ça peut être dans un sens ou dans l'autre, en fait. Oui. Une période un peu plus difficile et en fait te remettre au bon niveau, ou une période justement un succès. Sur la partie succès, comment tu fais pour redescendre justement? Alors tu te dis pas en quoi c'est horrible d'avoir gagné, évidemment. Par contre, ce que je me dis, c'est dans quel état j'étais avant cette réussite, qu'est-ce que j'ai construit jusqu'à maintenant, et je me remets dans un état où en fait il y a encore tout à faire. Oui. En fait, on repart sur une compétition. J'ai pas des points de vie en plus parce que j'ai fait 3e à celle d'avant. Et du coup, il faut recommencer dès le début, dès les qualifications, comme tout le monde. Et c'est ça qui est génial. Et du coup, c'est OK. Quel est le travail que j'ai fait pour en arriver là? À quel niveau j'en suis? OK, je construis. Ok. Intéressant. J'ai une dernière question à te poser. C'est plus sur on parle de prendre des initiatives. Prendre des risques, etc., sortir de ta zone de confort. Tu as aussi parfois, dans le sport, souvent, c'est très simple, entre guillemets. Tu as des grosses compétitions, tu en as des plus petites. En fait, au début de ton année, tu sais exactement à quel moment tu auras le moment le plus important en fonction des sports. Ça peut être les JO, ça peut être le championnat du monde, ça dépend. Et dans les entreprises, ça peut être un peu plus diffus, mais il arrive quand même à tout le monde d'avoir des grosses échéances, quoi. Tu peux faire une grosse restitution, avoir une grosse soutenance. Pour des gens qui cherchent du boulot, ça peut être juste une entreprise qu'ils adorent, ils vont avoir un entretien. Ça peut être rencontrer le dirigeant d'une entreprise avec laquelle tu veux travailler. Enfin, ça peut être énormément de choses. C'est quoi les conseils que tu donnerais et que tu t'appliques toi dans ton sport pour préparer une échéance hyper importante en fait? Ce moment-là où tu vas être un peu dans une zone de risque ou en tout cas quelque chose qui a beaucoup de valeur pour toi. Comment tu te prépares? Et donc toi, sur les plus grosses compétitions, comment tu te prépares en amont pour t'assurer que quand tu arrives, tu sois
à ton pic de performance? Déjà, ça passe par l'anticipation de tous les différents aspects. Donc, bien préparer tout son matériel, prendre le temps de se mettre et d'entretenir un état qui est positif, qui est bienveillant. Se dire qu'en fait, moi, ce que je me dis, c'est que tout est possible, mais que tout est encore à faire. Donc, ne pas oublier que tout est encore à faire. Et essayer d'être... évidemment, l'idéal, c'est d'être le plus soi-même possible pour arriver à être un peu la meilleure version de soi-même, en fait, totalement. Le challenge des compétitions, et c'est ce que je trouve absolument magique là-dedans, c'est que tu as un instant qui t'est donné, qui est un instant T, comme effectivement un entretien ou n'importe quelle autre situation. À cet instant-là, c'est toi qui dois être aligné, mental, corps, à 100%, meilleure version de toi-même. Et du coup, tout ça, ça s'anticipe avec déjà tout ce que tu peux contrôler, le préparer. Une conférence, c'est ses habits, un habit de rechange si jamais, arriver à avoir les éléments de ta présentation, vérifier effectivement sous X ou Y aspect est-ce que tu as les bons outils? Est-ce que pour projeter, par exemple, est-ce qu'il y a l'outil sur la salle en question? Quel est le lieu? Tu peux même aller sur Maps ou aller sur Internet et regarder dans quel lieu tu vas être, te projeter. Imaginer du coup, effectivement, s'il y a 10, s'il y a 2 personnes, ça change. Donc, quelle attitude je peux avoir? Essayer de se renseigner aussi sur la personne que tu vas rencontrer. Essayer de regarder tous ces aspects-là. Mais ne pas oublier qu'en fait, une fois que tu as fait le travail, se recentrer sur soi et sur ce que tu vas pouvoir donner qui te paraît le plus juste. Et en fait, ça sert à rien de vouloir être... On n'est pas des surhommes. Moi, l'idée, c'est pas que je sois surhumaine ce jour-là, c'est juste que je délivre ce que j'ai fait de mieux de tout mon travail que j'ai accompli jusqu'à maintenant. L'objectif, c'est juste faire mon mieux. Si je fais de mon mieux, après, je gagne pas. J'ai fait de mon mieux. En fait, peu importe, finalement. C'est mieux, évidemment, tu es plus content quand tu gagnes. Mais en fait, je fais mon meilleur résultat, mon meilleur souvenir en carrière, j'ai pas gagné. Bon, j'ai pas gagné encore. Bon, super, ça marche pas. Mais j'ai pas fait ma meilleure perf en compète, quoi. Et par contre, c'est mon plus beau souvenir. Et du coup, je pense que ça, c'est super important. Et ça peut lâcher un peu de pression extérieure du résultat. Se dire qu'en fait, le résultat, il viendra dans un second temps. Si tu as tout donné, il viendra. Tu parlais de toute la partie préparation, donc tu as parlé pas mal aussi de visualisation, mais tu parles aussi de la préparation du matériel, prévoir toutes ces petites choses finalement pour pas qu'elles te parasitent quoi, le jour J. Tu as une forme toi de routine que tu fais justement sur le matériel que tu suis vraiment très précisément, qui fait qu'en fait tu sais exactement ce que tu vas faire en fait. Demain ou peut-être dans 2 jours c'est compétition, donc aujourd'hui je fais ça, je prépare mon matériel à telle heure, mon petit déjeuner il est à telle heure, etc. Tu suis cette forme de routine qui te rassure, ouais. Ah oui, je sais même ce que je vais manger. Tu sais ce que tu vas manger, c'est millimétré, ouais. Oui, je pense que c'est... Et je prends des petites marges de temps aussi, mais oui, complètement. Et à chaque fois, j'ai une certaine routine qui me met dans un espace sécurisant. Après, je laisse place aussi à l'imprévu parce qu'il y en a toujours. T'as un problème technique sur la voie, ça prend une demi-heure de retard, il faut gérer. Mais c'est ce qu'on disait avant, en fait, ça limite et ça te permet d'agir si t'es bien préparé. Ouais. Et même en isolement, c'est aussi, il y a des moments où je vais aller échanger, je vais aller prendre le temps, même rigoler, etc. Et des moments où je vais me recentrer. Et ça, je les dose. En fonction de mon état actuel, tu vois, je dois adapter parce que si je sens que je suis vraiment stressée, je vais peut-être avoir besoin de faire un peu de cohérence cardiaque, un peu de respiration pour redescendre. Si c'est l'inverse, peut-être qu'il faut que je me stimule et que j'aille voir à droite, à gauche. Et il faut se protéger. C'est hyper important de se protéger. Cette routine qui te rassure, elle commence quand c'est le jour de la compétition, toi, ça peut commencer 1 ou 2 jours avant. Pour moi, elle commence même quand je suis chez moi et que je prépare mon sac, avant de partir sur le lieu de compète. Non, c'est même presque un peu avant parce que je vais faire beaucoup de visualisation. Je vais regarder des replays d'étapes en fonction de l'étape où je vais. Je vais regarder des replays en fonction. Mais oui, après, là où ça devient vraiment très processé, je pense que c'est à partir de la veille. Où on arrive au meeting, au technical meeting, quoi. Ouais, ok. Et en entreprise, tu as déjà suivi aussi un peu ce fonctionnement de se créer une routine, quoi.
je sais qu'aujourd'hui, j'ai une présentation importante, donc le matin, je fais comme ci, je fais comme ça. Peut-être même je mange ça. Comme ça, en fait, c'est un sujet c'est plus un sujet, en fait. Et je peux me concentrer justement sur moi et sur ce que je veux apporter au moment de ce meeting ou de cette présentation. Sur la partie... manger, c'est si je suis à la maison et Ouais. que c'est possible, je vais le faire. Sinon non, ça va. Mais par contre, oui, j'ai besoin, par exemple, d'un temps au calme avant. Et je me le cale... Je me le cale dans mon agenda. Je me fais une réunion avec moi-même, juste... Ouais, t'as quand même ton process que tu suis. J'en ai besoin, oui. Et comme je vais noter la veille, je vais souvent noter des mots, des mots-clés, le refaire dans ma tête, dans le bus. En marchant, je me prévois sinon un temps de marche. Parce que souvent, ça régénère la marche, même si à un moment, tu vois, je sens que ça monte. Ah, marche. Et oui, ça, je fais pareil. Je fais pareil. Une autre forme, mais même système. Du coup, Marion, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce que tu as une conclusion ou un mot de la fin pour nos auditeurs, du coup? Merci à toi, en tout cas, David. C'était un chouette échange. Et si j'avais un mot qui fait un peu le fil rouge de tout notre échange, je dirais, et qui a aussi beaucoup animé ma saison, c'est de rêver grand, mais de commencer petit. Ça paraît un peu simple comme ça, mais en fait, il n'y a rien de mieux que la sobriété des fois. Super. Merci beaucoup, Marion.